Voilà, je me présente, David Domingo, coordinateur du master en journalisme. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une réflexion qu'on est en train de faire comme centre de recherche lié au master dans notre département sur comment le journalisme comme profession est en train de faire face à la pandémie comme un défi qui touche toute la société, mais que pour les journalistes implique un défi supplémentaire qui est les jeux d'expliquer un phénomène que les scientifiques sont en train d'étudier et de comprendre pour que, comme société, on trouve des réponses et que, en même temps, comme journaliste, on doit informer de la façon la plus concrète possible, le plus rapidement possible, et ça pose des défis. Vous aurez sûrement toujours des questions ouvertes par rapport à la Covid. Est-ce que les surfaces sont un moyen principal ou moins important de transmission? Est-ce que la transmission par l'air, qu'en un premier moment n'était pas très mise en avant, est finalement la transmission la plus importante comme moyen de contamination? Est-ce qu'on doit porter les masques ou est-ce que les masques finalement ne protègent pas assez? On a vu aujourd'hui que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de confinement et on peut se demander quel est l'équilibre à trouver entre l'économie et la santé. Même chose pour les vaccins. Pourquoi ils ont été développés de façon assez efficace, assez rapide, mais après, la distribution semble être lente. Et quels sont les symptômes à long terme pour les gens qui ont vécu les Covid et qu'éventuellement, après des mois, ils ont toujours des problèmes de santé? Voilà, la population se pose beaucoup de questions. Et les médias ont relayé beaucoup d'incertitudes. La vérité, c'est que la science a donné pas mal de réponses déjà depuis un an à toutes ces questions, mais c'est un processus qui est lent, qui est complexe, qui est compliqué et qui se base dans l'accumulation de connaissances à partir d'expériences et de tester différentes situations. Et dans ces contextes-là, les journalistes avaient le défi d'informer quand même quand la science ne donnait pas de réponses encore définitives. Alors, on est en face de la réalité qui est toujours complexe. Et la réalité de la pandémie, vous le voyez dans ces deux petits graphiques schématiques, n'est pas complète si on n'essaye pas de la regarder de tous leurs contours possibles. La réalité, la vérité, comme vous voyez à gauche, selon les côtés de laquelle on la regarde, on peut la décrire de différentes manières. Toutes elles sont une partie de cette vérité et éventuellement en philosophie, vous saurez étudier qu'il n'y a pas une vérité absolue. Alors, à droite, vous voyez que deux personnes différentes, selon sa perspective, vont décrire la même réalité de différentes façons. Les défis du journaliste, c'est de se rapprocher au maximum possible à cette réalité à partir de ces interactions avec des différentes sources et à partir de la vérification de ces sources. De façon schématique, on pourrait dire qu'un journaliste se rapproche à des faits qu'il ou elle prend comme point de départ, qui sont ou méritent d'être expliqués à la société parce qu'ils sont importants, pertinents, et alors rapproche à des différentes sources qui ont des regards différents par rapport à ces faits
pour construire un rapport, un récit, qui pourrait être un segment dans les JT, qui pourrait être un site web ou des reportages presse ou radio. Et ça ferait les bilans de ce qu'on sait sur ces faits et que les journalistes ont pu recouper et vérifier. Mais c'est vrai que dans beaucoup de fois, les journalistes vont partir de ce qu'une source leur propose comme interprétation des faits. Les politiciens et d'autres acteurs sociaux vont prendre l'initiative pour rapprocher les journalistes, pour leur expliquer, voici, il se passe quelque chose d'important, vous devriez la relayer. Dans ce processus, les journalistes, avec une attitude sceptique, vont remettre en question ces faits et les comparer avec les interprétations que d'autres sources vont apporter, et ça va construire les rapports de faits faits par les journalistes. Ce processus-ci, en fait, c'est fort similaire à celui que la science fait. Parce que d'un côté, les journalistes travaillent avec des faits, la science appelle ça des phénomènes, des phénomènes sociaux ou naturels qu'on va observer. Dans les deux cas, les journalistes, les scientifiques vont observer les faits et prendre en compte des interprétations possibles, que dans le cas de la science, c'est nomme hypothèses et qui sont basées sur des recherches préalables qui nous donnent les bases pour comprendre les phénomènes qu'on est en train d'observer. Dans les deux cas, les journalistes et les scientifiques mettent en pratique des méthodes. Les journalistes vont interviewer des sources, vont analyser des documents, vont recouper les informations qu'ils ont reçues. Dans les cas des scientifiques, ils vont mettre en place des expériences. Dans les sciences sociales, on va faire aussi des entretiens avec objectifs et méthodes différents que les journalistes, mais finalement avec un rapport avec des différentes personnes qui éventuellement doivent être représentatives. On pourrait faire des sondages, on pourrait faire des observations ethnographiques, une immersion dans la réalité qu'on est en train d'observer. Et les journalistes font aussi cette immersion. Mais dans les cas du Covid, il y a eu beaucoup de recherches médicales qui se passent dans un laboratoire avec des bénévoles qui vont tester les vaccins, etc. Et tout ça amène à des résultats qui doivent être publiés et diffusés par les scientifiques. Et la science est une construction collective. Beaucoup de scientifiques dans les différents pays du monde contribuent à tester des idées pour trouver des réponses aux défis qu'on a devant nous. Et d'une certaine façon, le journalisme est aussi un enjeu collectif où différents journalistes vont faire des rapports sur ce qui se passe dans le monde, et en regardant ce que les autres journalistes sont en train de publier, on va pouvoir construire notre vision de l'actualité comme auditeur, comme public. Mais ce qui est le grand défi, c'est que les journalismes et la science ont deux rythmes et deux objectifs différents. Tous les deux essayent de transmettre de la connaissance et produire de la connaissance, mais pour les journalismes, dans la majorité des circonstances, on est dans un temps assez court en comparaison avec les temps de la science. La science prend des jours pour pouvoir analyser les expériences et les réalités qu'ils sont en train d'étudier. Le journalisme a les défis que, comme citoyens, on a besoin des informations quand les événements se passent. Alors, on ne peut pas attendre que la science
trouve les réponses pour expliquer qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici. Il y a un journalisme qui prend aussi les temps, un journalisme de temps long, qui est plus analytique, qui va plus en profondeur, qui va faire une investigation, dans ce sens beaucoup plus proche et beaucoup plus inspiré par la science. Mais les journalismes doivent jouer à ces deux temps, de donner aux citoyens l'information de laquelle ils ont besoin. Et si aujourd'hui le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures, on ne peut pas attendre à la semaine prochaine pour les communiquer. Le journalisme, dans ce contexte-là, est obligé à nous rassurer avec la certitude de ce qu'on sait déjà. Qu'est-ce qu'on sait, jusqu'on on peut confirmer les faits qui se sont passés. Et si bien la science construit aussi de la certitude au fil du temps, ils partent d'un principe que toute connaissance est provisoire. Les premières expériences avec le Covid, essayer de comprendre comment il se transmettait, à quel point quelqu'un qui avait la Covid était contagieux après quelques heures ou quelques jours. Et tout test que la science met en place est provisoire, et alors la science est par définition sceptique. Un scepticisme que les journalistes aussi mobilisent dans sa relation avec les sources, mais les journalistes sont contraints de transmettre les certitudes qu'ils ont su cumuler jusqu'ici. Et alors, vous verrez que les scientifiques, quand ils sont interviewés par les journalistes, beaucoup de fois, ils se sentent mal à l'aise parce que les journalistes vont vouloir des réponses très concrètes et très vérifiées et confirmées, et les scientifiques vont dire « on ne sait pas suffisamment sur ça encore, voici ce que je peux vous dire, et c'est toujours provisoire ». Et ça, bien sûr, complique le travail des journalistes. Aussi, le travail des journalistes par rapport à celui de scientifiques est différent dans le sens que les journalistes vont vouloir montrer la diversité des points de vue, et dans une démocratie, les différentes propositions qui se mettent sur la table pour résoudre un problème. Et les scientifiques, ils vont essayer d'arriver à un consensus sur qu'est-ce qu'on a pu confirmer jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a pu vérifier. Et cet scepticisme provisoire que j'évoquais avant, quand on a confirmé quelques résultats, il devient quelque chose accepté par la communauté scientifique, et on revient en arrière seulement si une explication alternative est démontrée comme meilleure que la première explication. Et dans ce sens, pour les consensus scientifiques qui existent sur les changements climatiques, on trouve que les journalismes, pendant beaucoup des années, a pris trop de temps à trouver des réponses et accepter qu'il y avait un consensus scientifique. Les journalismes, par défaut, essayent de montrer la diversité des voix, et parfois, avec les changements climatiques, on a donné la voix à deux personnes politiques ou activistes ou des entreprises qui niaient qu'il y avait un changement climatique et qui allaient contre l'évidence scientifique. Alors, les journalistes doivent savoir assumer que quand la science a trouvé une réponse qui est acceptée par la communauté scientifique, et mettre en avant cette acceptation, ces sens collectifs de la science. Et dans ce sens, finalement, les journalistes de la science se rapprochent quand les deux essayent de vérifier ce qui est confirmé, ce qui est certain
ce qui est sûr. Les journalistes font ça à travers un recoupement des sources. La science fait ça en répliquant des expériences. Une expérience faite à l'ULB va être refaite par des collègues de notre université. Et si les résultats sont les mêmes, on valide ces résultats. Et s'ils sont différents, on se demande pourquoi ils sont différents, mais on essaie de trouver une nouvelle explication. Et dans ce sens, les journalistes de la science, même si je viens d'évoquer des différences, ils cherchent tous les deux à expliquer la réalité de la façon la plus claire possible. La seule différence, c'est que les journalismes doivent donner des réponses les plus certaines possibles, le plus rapidement possible, et la science ne peut pas donner ces réponses avec cette rapidité, avec certitude. Et le journalisme, alors, peut aussi prendre le temps d'aller plus loin et revérifier les informations et investiguer en s'inspirant des processus de la science. Tout ça pour vous dire que dans cette pandémie, les journalistes ont vécu des gros défis pour faire son travail. On avait un nouveau virus qu'en février de l'année passée, ni les scientifiques, ni les journalistes, ni la société connaissaient. Mais parfois, on a oublié qu'on ne partait pas des zéros. Le virus du Covid, c'est un coronavirus qui est, dans ce sens, similaire à d'autres coronavirus qu'on connaissait déjà. Et les journalistes, quand ils ont fait bien son travail, ils ont expliqué qu'est-ce qu'on sait déjà sur ces coronavirus et qu'est-ce qu'on peut attendre de sa relation et son évolution dans la société, toujours en mettant en avant la précaution de la science est en train de connaître mieux ces nouveaux virus. Ici, l'autre chose qui est extraordinaire, c'est que les scientifiques ont fait des grands efforts en médecine, en biostatistique, en épidémiologie, mais aussi dans les sciences sociales pour comprendre les virus et ses conséquences. Il y a eu beaucoup de publications scientifiques parce que beaucoup de laboratoires se sont mis à travailler au plus vite possible, sachant qu'on était d'avant d'un gros défi pour nos sociétés. Et les journalistes ont suivi ces processus avec les défis de devoir expliquer qu'on était d'avant de la science en train de se produire. Et ça, parfois, on a perdu cette nuance et parfois, on a présenté des résultats scientifiques comme quelque chose de définitif quand c'était toujours des tests très réduits à niveau des médicaments qui ont été testés ou au niveau des vaccins. Il faut savoir que parce qu'on avait l'urgence de réagir à la pandémie, les processus de publication scientifique s'est accéléré en comparaison à d'autres moments. Et beaucoup de scientifiques ont décidé de publier leurs résultats de façon ouverte sur Internet sans passer par les processus habituels d'une révision par les pairs. La science, normalement, publie dans des revues qui sont lues, les articles sont lus par d'autres collègues qui sont experts dans la matière avant de publication pour poser des questions critiques et peaufiner et vérifier la méthodologie mise en œuvre par les chercheurs. Ici, cette étape, on l'a sautée de façon temporaire avant d'attendre à la révision par les pairs. Ces résultats ont été publiés pour précisément faciliter les débats, la discussion et la recherche de réponses. Mais pour les journalistes, il fallait être très prudent avec ce genre de résultats et toujours expliquer qu'ils étaient des résultats provisoires qui n'avaient pas été révisés. L'autre grand défi,
c'est faire la différence entre les rôles des scientifiques et les rôles de politiques dans la crise. Les scientifiques ont joué un rôle de conseillers. Ils ont apporté des connaissances pour faciliter la prise de décision, mais c'est les politiques qui sont responsables de prendre les décisions qui ont aidé à gérer la pandémie. Dans ce sens, les journalistes devaient bien expliquer ces différences et la nuance entre ces deux rôles et demander aux politiques quelles sont les connaissances, les faits, les évidences scientifiques qui étaient à la base de ces décisions. Ce n'était pas au conseiller scientifique de répondre à ça d'un point de vue des responsabilités des décisions, mais plutôt de prévoir de contexte et aux décideurs politiques de bien expliquer et bien argumenter leurs décisions. Ici, parfois, les journalistes n'ont pas pris leur responsabilité de demander aux politiques pourquoi vous prenez cette décision, comment vous le défendez, parce qu'avec cet exercice, on croit que la société aurait mieux compris les différentes étapes. Et finalement, pour les médias, quel rôle ils ont joué pendant la pandémie? Ils ont éventuellement alarmé la population avec des grands titres qui étaient alarmistes, mais que les journalistes pouvaient argumenter. On est devant de quelque chose de très sérieux, de très risqué. Les scientifiques sont assez préoccupés. Je vais transmettre cette alarme. Parfois, c'était nécessaire. Parfois, les médias ont voulu rassurer et ont voulu dire la situation est sous contrôle, voici ce que le gouvernement a prévu. Mais finalement, probablement, entre alarmer et rassurer, les journalistes devraient avoir pris en main leur fonction primordiale qui était celle d'informer, celle de expliquer ce qui se passe, expliquer ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore, et poser les questions que la population se pose pour trouver les réponses auprès de scientifiques et de décideurs politiques. Et dans ce contexte-là, expliquer quand la science n'avait pas de réponses et pourquoi la science n'avait pas de réponses et comment la science était en train de travailler pour trouver ces réponses. Alors, on a vécu des mois où, en fonction du type de médias que vous consultez, on passait du sensationnalisme à une volonté de service, d'aider la population à trouver qu'est-ce qu'il faut faire, à un scepticisme qui parfois était très sain, de se dire, comme journaliste, on va poser les questions que la société se pose et on ne va pas prendre par argent comptant les explications que le gouvernement nous donne. Dans ce contexte-là, en Belgique, dans notre département, on a un centre de recherche RESIC et un laboratoire des pratiques et d'identité journalistique qui fait partie de ce centre de recherche. Et on a mis en place des projets de recherche duquel je m'ai inspiré pour construire cette présentation aujourd'hui. On a fait des questionnaires sur les vécus des journalistes pendant les premiers confinements avant l'été 2020 pour savoir comment les journalistes ont vécu son rôle. Et c'était rassurant de voir que malgré toutes les difficultés pour faire son travail, les mêmes difficultés qu'on a trouvées pour d'autres métiers, ces journalistes, ils ont vécu de l'isolement, ils ont vécu
de l'estress, ils ont vécu aussi des problèmes financiers éventuellement pour la situation de crise économique provoquée par la pandémie, mais quand même, ils s'expliquaient en réponse au questionnaire qu'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient contribué à la société, qu'ils ont joué les rôles et ils étaient confortables avec ces rôles de vérifier les informations, de démonter les mensonges qui éventuellement circulaient par les réseaux sociaux. Et ces journalistes ont vu alors reconnu par la société leur rôle fondamental dans une démocratie, qui est le rôle d'informer et de contribuer à un débat public. Il s'est expliqué avoir reçu beaucoup de feedback de son public qui était reconnaissant par ces rôles de journalistes, et on a vu que les audiences de médias ont monté pendant la pandémie, et bien sûr, comme tout autre acteur qui a joué un rôle important dans cette pandémie, les journalistes font aussi face à l'escepticisme de quelques citoyens qui sont débordés par la situation de confinement et qui ne comprennent pas toujours pourquoi les décisions qui se prennent sont prises. Et dans ce sens, les journalistes doivent faire comme tous les autres acteurs politiques et scientifiques, le mieux son travail de la façon la plus rigoureuse possible pour continuer à préserver cette confiance que les citoyens ont montré quand on a fait face à la crise. En parallèle avec ces premiers projets de recherche, on a mis en place un dispositif pour ramasser des articles de presse. On a pris la presse parce que elle fait une synthèse journalière de ce que les différents médias ont analysé dans la télévision, les débats qui se sont faits, dans les réseaux sociaux aussi, et les journalistes de presse font aussi des reportages approfondis sur l'évolution de la pandémie. Et avec ces collections d'articles de presse, en français et en néerlandais, de deux côtés de la frontière linguistique en Belgique, on est en train de comprendre qui a été mobilisé comme expert. Les scientifiques, vous aurez eu l'impression qu'ils ont eu beaucoup plus de visibilité que dans d'autres moments de notre vie collective, mais nos chiffres préliminaires montrent qu'ils ne sont pas autant protagonistes qu'on pourrait penser. Les politiques continuent à être la source principale pour les articles journalistiques, mais ce qui est important est voir qui est mis en avant comme expert, quelles disciplines sont mises en avant comme expertes et quel récit de la pandémie les médias ont construit et à quel point ils ont mobilisé la science pour expliquer ce qui se passe. Et on a l'impression, dans nos résultats préliminaires, que les journalistes pourraient aller beaucoup plus loin à mobiliser les connaissances scientifiques et à expliquer les processus de comment ces connaissances sont produites, et que ça aurait aidé la population à comprendre mieux la pandémie et les défis auxquels on fait face collectivement. Voilà, ça pour vous donner une piste sur les réflexions qu'on est en train de faire dans les contextes du centre de recherche qui alimente l'enseignement qu'on donne dans les masters en journalisme. Je vous invite à visiter le site web journalisme.ulb.ac.be pour voir les productions que nos étudiants
sont en train de faire sur ces sujets, parce que nos étudiants en Master 1 se plongent à comprendre d'un côté et à pratiquer la production journalistique. Alors, de lundi à jeudi, ils produisent des contenus journalistiques pour la télé, la radio, les web, la presse et les photojournalismes. Ils font des exercices. Les vendredis, on a des cours théoriques où on réfléchit sur les enjeux actuels de la profession. Et dans les Master 2, ils sont censés de participer à des projets collectifs où ils vont créer de zéro leurs propres médias, leurs propres projets journalistiques. Vous voyez ici quelques exemples des années précédentes où ils vont faire une production où on prend le temps, on prend des mois pour se plonger sur un sujet à fond et les décortiquer avec des stratégies, des journalismes narratifs, des journalismes d'investigation et du data journalisme pour vraiment vous préparer à contribuer au métier après avec la capacité de créer votre propre projet journalistique ou de joindre un média déjà existant, mais avec la capacité d'arriver avec votre propre idée sur comment construire, faire du journalisme et faire du journalisme qui est gérable d'un point de vue financier, parce que c'est un des grands défis. Et tous ces éléments, toutes ces réflexions, on vous les donne dans les masters pour vous préparer à contribuer à que notre société est bien informée et à être journalistes qui ont une démarche critique et responsable. Voilà, je suis à votre disposition. Désolé si on a débordé un peu les temps. Si quelqu'un a des questions, je serai content de les répondre. Bonsoir, Monsieur Domingo. Merci pour cette conférence. Donc, il y a deux questions principales jusqu'à présent. La première, c'est quel niveau d'anglais et ou de néerlandais faut-il avoir pour commencer un bachelier en journalisme et en communication? Bien, c'est une bonne question parce qu'au niveau du bachelier, on attend de vous que vous soyez à un niveau basique, que vous aurez éventuellement fait des cours d'anglais et éventuellement de néerlandais aussi pendant votre licence, votre école secondaire, mais les bacheliers en information et communication incluent des cours d'anglais obligatoires pour tout le monde, de façon que vous allez vous mettre au niveau si vous n'êtes pas encore là. Et le néerlandais est une option, c'est une des langues parmi d'autres que vous pouvez choisir à option. Et c'est vrai que en Belgique, c'est un atout assez apprécié par les marchés. Les médias apprécient beaucoup des journalistes qui sont trilingues, français, anglais, néerlandais, parce que ça vous ouvre beaucoup de portes pour traiter avec n'importe quelle source. Dans ce sens, voilà, les requis sont minimales, sont des bases, mais je vous encourage bien sûr à approfondir dans la connaissance de ces deux langues parce que ça, pour vous, sera un atout stratégique. Et dans notre master, on a une finalité pour ceux qui veulent approfondir dans le néerlandais. Et là, vous allez faire des exercices en néerlandais en collaboration avec la VUB. C'est une option, c'est un itinéraire possible, mais c'est un itinéraire, comme je dis, assez apprécié pour après trouver un bon travail dans les médias belges. Vous l'aviez évoqué, mais la deuxième question concerne les débouchés. Quels sont-ils en journalisme et voire plus loin en communication? Et quid du marché de l'emploi? Oui, c'est une très bonne question. Vous serez
peut-être entendu que les médias sont une industrie en crise, notamment depuis le début des années 2000, pour la concurrence d'Internet, parce que Internet et les réseaux sociaux prennent beaucoup de notre temps, de notre attention. Aussi pour une crise de la publicité, parce que c'est beaucoup plus difficile pour les médias d'attirer des investissements publicitaires à cause de précisément la concurrence avec les grandes marques comme Google et Facebook. Mais malgré ça, les journalismes continuent à être autant nécessaires que jamais, au plus. Et on voit des projets journalistiques qui se construisent dans une relation avec la société qui est beaucoup plus étroite, beaucoup plus de communautés et de services à la société que de produits qu'on va vendre. Et vous connaisserez peut-être Médor, qui est une revue produite chaque 3 mois, imprimée, qui a une communauté de personnes qui sont abonnées et qui fait du journalisme d'investigation de grande qualité. En France, il y a Mediapart qui aussi joue un modèle de financement par la communauté. C'est les lecteurs qui payent les contenus. Et ça me permet de vous dire que les débouchés principaux de notre master en journalisme, c'est devenir journaliste, soit dans un média existant, soit, comme j'évoquais avant, en créant votre propre projet sur une thématique qui vous passionne, que vous voyez qui n'est pas bien traitée par les médias généralistes et qui va vous permettre de vous trouver votre public spécialisé. Ça, voilà, il y a beaucoup d'opportunités dans ces contextes-là. Et il y a bien sûr toujours un deuxième débouché pour les étudiants qui ont suivi les masters en journalisme, et c'est celui d'être conseiller des communications, des relations avec la presse pour des entreprises. C'est peut-être contre-intuitif parce qu'on a un master en communication aussi qui vous forme aux relations publiques et à la communication marketing, mais pour les relations avec la presse, avec les journalistes, beaucoup d'entreprises apprécient quelqu'un qui a la formation en journalisme, qui connaît bien les métiers, parce que ça vous met en une capacité d'interagir avec les journalistes en pied d'égalité et en connaissant bien la déontologie du journalisme et en quoi vous allez être une source crédible pour les journalistes parce que vous comprenez et vous parlez leur propre langage. Alors voilà, vous pourriez trouver une carrière soit dans un côté ou dans l'autre de cette construction de l'actualité, soit comme journaliste qui explique qu'est-ce qui se passe à travers de médias, soit comme responsable de communication d'entreprises ou d'institutions qui vont être les relais qui interagissent avec les journalistes. Nous avons encore une question d'un étudiant en communication en haute école qui voudrait faire un doctorat dans le domaine médiatique ou en communication politique ou encore dans l'analyse des publics de la construction d'informations. Mais voilà, il ne sait pas dans quel master il pourrait se diriger, d'autant qu'il aimerait aussi apprendre de la pratique. Oui, dans ce sens, honnêtement, je crois que les masters en journalisme de l'ULB, c'est les meilleurs choix parce qu'on a une finalité dite approfondie qui prépare les étudiants qui choisissent cette option approfondie à faire de la recherche. Il y a des cours de méthodologie pour tous les étudiants et tous les étudiants sont censés de faire un mémoire qui peut être pratique, une production journalistique, mais qui a toujours un élément académique, d'analyse scientifique. Et alors, si vous choisissez l'option approfondie, elle vous permet de bien vous préparer pour aller plus loin que le reste des collègues dans les masters à niveau de méthodologie de recherche, mais cette finalité approfondie a toujours les cours pratiques que tous les étudiants suivent.
Et en première année, vous allez suivre, comme tout le reste d'étudiants, les cours de production journalistique qui vous amènent à développer vos compétences techniques et professionnelles comme journalisme. Dans ce sens, notre master essaie de trouver l'équilibre entre une formation professionnelle de pointe qui vous prépare à être capable de participer dans n'importe quel média à produire des contenus de qualité, mais aussi il y a cette pente plus orientée à la recherche. Et si ça vous intéresse, faire un doctorat, c'est votre choix. Cette finalité approfondie, c'est le complément idéal pour avoir ces deux côtés du métier, les côtés plus professionnels et les côtés plus analytiques. Voilà, c'est tout pour les questions, Monsieur Domingo. Je vous remercie. C'est magnifique. Merci beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition, comme vous voyez ici, par mail ou n'hésitez pas à visiter notre page Facebook ou à nous écrire, nous contacter via notre espace sur Twitter. J'espère que voilà, les réflexions d'aujourd'hui ont été utiles et peuvent vous inspirer à imaginer comment serait votre métier comme journaliste dans le futur, que ça vous encourage à suivre cette formation, mais aussi que ça vous aide à regarder les médias de façon critique, à demander aux médias ce que comme citoyen vous voudriez avoir. Et voilà, on est dans un moment difficile pour tous collectivement. Et j'espère que vous prendrez soin de vous et que les prochaines semaines qui se présentent pas faciles, vous les passerez avec toute la prudence possible et en prenant soin de vos proches aussi. Bonne continuation et à bientôt, j'espère.